Alors commençons donc cette séance sur le passeur de mémoire et j'ai le plaisir d'appeler Manuel Carcassonne comme premier orateur. Manuel Carcassonne est un journaliste, éditeur. Il a été longtemps, je dirais, au Point. Il est directeur littéraire chez Grasset, puis directeur d'édition chez Stock depuis avril 2013. Il a écrit un certain nombre de livres, dont L'Islam, la guerre et nous. Il a obtenu le prix Flore, 20 ans. Et son thème aujourd'hui, c'est « Un éditeur doit savoir oublier ». Manuel Carcassonne, si tu veux bien aller au micro, ou si tu, comme tu veux, comme tu préfères. Il y a ton nom, effectivement, c'est toi. Oui, bonjour à tous. J'ai l'impression que je suis comme un enfant devant un sapin de Noël, puisque à cette table, il n'y a que des gens que j'admire, et dont un que je publie, qui va devoir rentrer à la maison pour terminer son livre. Toby Nathan, il fait semblant de ne pas se reconnaître. Donc, bon, dans tout colloque sérieux, il faut toujours un texte un petit peu décalé et un petit peu peut-être même à côté. Je pense que la question de la mémoire et de l'oubli est d'ailleurs l'intitulé même du colloque, c'est-à-dire la mémoire nous joue-t-elle des tours, est quelque chose qui se pose assez fréquemment dans la vie d'un éditeur, parce que, par définition, un éditeur, comme probablement d'ailleurs un médecin, et il y a beaucoup de médecins ici, et je me sens généralement très bien parmi les médecins, particulièrement parmi les psys. Donc je suis probablement destiné à essayer de revenir en douce tous les 9 décembre pour ce colloque. Et la mémoire joue des tours à un éditeur parce que par définition il est confronté à, sur une trentaine d'années, ce qui est mon cas, parce que je suis resté 23 ans chez Grasset et que je suis depuis 4 ans le patron de Stock, c'est des milliers et des milliers et des milliers de textes, de mots, etc. Mais je voulus comparer ça à la question de la mort et de la mémoire, parce que parallèlement à cette question, je m'intéresse en ce moment beaucoup à la notion de mort cellulaire, de l'apoptose. Voilà. Dans certaines peuplades, on conserve les restes des morts. Certaines civilisations emmaillotent même le fœtus mort-né dans les plis d'un arbre qui va conserver cette trace à jamais. Comme la néonaticide garde les bébés étouffés dans le frigo familial. Je vais publier en janvier un texte sur l'affaire Dominique Cotteret, qui est une maman néonaticide, qui a quand même mis ses 6 bébés dans le frigidaire. Et ça m'a beaucoup passionné parce que la question de la mémoire, là, se joue absolument pleinement. L'autel des ancêtres est une mémoire permanente qui ne s'efface jamais, selon la phrase très jolie d'Emmanuel Berle, souvent reprise par mon ami Jean d'Ormesson. « Il fait beau, allons au cimetière ». Et cette très belle citation que je vous donne aussi, il y a quelques belles citations, le reste a moins d'intérêt, mais les citations sont très bien. La graine de pavot s'abat partout, mais quand le malheur s'abat sur nous, à l'improviste, comme la neige un jour d'été, nous ne désirons plus qu'une chose, être oubliés. Parce que l'être aussi souhaite être oublié, et particulièrement en cas de malheur. Ça, c'est une phrase de Sebald qui, je trouve, donne assez bien le ton. Je commençais par parler de moi. Et mesdames et messieurs les psychanalystes, vous qui êtes si nombreux dans la salle, permettez-moi de vous dire que dans ma famille, c'est au cours d'une gigantesque choucroute anniversaire, le 3 décembre, que ma mère commémorait le souvenir de ses parents et de son frère disparus, non dans un camp de concentration comme ça aurait pu être logique parce que je viens d'une famille juive, mais disparus dans un accident de voiture dans les années 50, 60. Bien avant ma naissance. Une choucroute car mes grands-parents étaient alsaciens. Autrement dit, pour l'enfant assez sensible que j'étais, le chou, les saucisses, le pickelfleisch composaient une forme de matrice originelle. Sans parler du gendarme, forme de charcuterie dont le nom étrange m'évoquait la loi qui me punirait de ne pas honorer les aïeux. L'acte physique d'aller sur une tombe remplaçait le soin qu'on apporte aux vivants. Allez vous étonner, après cette choucroute anniversaire, que j'en sois encore un peu patraque.
Les souvenirs sont façonnés par l'oubli comme les contours du rivage par la mer, dit très joliment Marc Auger dans Les formes de l'oubli. Mais il n'y avait pas d'oubli possible, car le fondement de ma vie enfantine fut le ressasser, toujours le même, la scène primitive, comme si les morts ne devaient jamais nous quitter, comme s'ils étaient nos amis. Ce memento mori, ce souviens-toi des morts, je l'ai lu dans Présence des morts d'Emmanuel Berle, qui dit bien leur vie souterraine. Très belle citation là aussi, ma mort est intriquée à ma vie, qu'on essaye donc de les séparer. La vie aussitôt devient si nauséabonde que les cœurs les plus solides ne peuvent y tenir. Ce que la mort s'approprie, elle le rend net. Terrible cette dernière phrase, ce que la mort s'approprie, elle le rend net, car elle justifie que le vivant soit un chaos de souvenirs qui poussent comme des mauvaises herbes. Il me fallait donc au plus jeune âge échapper aux fantômes. Comment imaginer sa propre généalogie? Quelqu'un va disparaître, mais je ne sais pas qui. Quelque chose va disparaître, mais je ne sais pas quoi. Je peux regarder ma mort fixement sans ciller, seulement je ne vois rien que du vide, dit encore Berle. Oublier, c'était vivre, survivre à ce vertige accablant de la mort, lapsus, la mer qui siphonnait mon présent au profit d'un passé confus où je n'avais pas ma place. La mer non morte, mais toujours survivante. Il fallait ne pas me perdre dans ce torrent du devenir, comme le dit magnifiquement Nietzsche dans ses considérations inactuelles. Et cette très belle phrase sur l'oubli, qui je pense peut donner du sens aussi à cette dernière séance. Toute action exige l'oubli, comme la vie des êtres organiques exige non seulement la lumière, mais aussi l'obscurité. Il y a un degré d'insomnie, de rumination, de sens, qui nuit au vivant et finit par le détruire, qu'il s'agisse d'un homme, d'un peuple ou d'une civilisation. Je pense que c'est une magnifique citation qui dit très bien à quel point le souvenir peut être également dangereux, ou la mémoire peut être dangereuse. En médecine, je ne vais pas donner ici un cours de médecine parce que malheureusement, j'aimerais bien, mais j'en suis incapable, mais en biologie, c'est l'apoptose, la mort cellulaire programmée nécessaire à la survie des organismes. Et si j'ai bien compris le livre passionnant de Jean-Claude Amezen, La sculpture du vivant, quand l'apoptose se bloque, les choses vont assez mal. Civilisation ou organisme cellulaire, sans oubli, voici la catastrophe intime ou historique. Mieux vaut, d'une certaine manière, l'indifférence que la rancune, le ressassement, le souvenir permanent. On connaît l'homme du ressentiment. Il n'oublie rien et sa mémoire coule comme le fleuve Alphée, de l'aval à l'amont, à l'envers, obligeant à une souffrance perpétuelle. Le fleuve Alphée est aussi un livre de Roger Caillois que mon père m'avait conseillé de lire et qui a déterminé beaucoup de choses dans ma vie. Encore du grain à moudre pour les psychanalystes et le docteur Muriel présent ici. Des années plus tard, parce que là j'avais à peu près 9-10 ans, des années plus tard, tout va bien, enfin à peu près, je suis devenu éditeur. D'abord parce que je ne sais pas faire grand-chose d'autre, et ensuite parce que j'aime lire. Les livres sont, comme vous le savez, les enfants du silence et de ces dimanches sans fin. À l'époque, à mon époque à moi, où il y avait 3 chaînes de télévision et pas de tablette, nous lisions le dimanche, nous nous embêtions beaucoup, mais nous lisions. Il y avait des bibliothèques familiales et c'est ce qui a déterminé évidemment beaucoup de choses pour moi. Mais qu'allais-je garder de tout ce fatras qui m'est passé entre les mains ou sous les yeux? Mes souvenirs ne sont pas moi, ils sont à moi. Je les garde, je les perds, je les retrouve, comme les objets qu'ils rappellent et qui les évoquent, dit encore Emmanuel Berle. Allons, si vous voulez, de cette introduction un peu pathétique vers le plus comique, plus drôle, plus facétieux, évoquons quelques scènes d'oubli nécessaires dans une carrière d'éditeur. La faculté active d'oubli, selon la phrase de Nietzsche, peut sauver la vie d'un éditeur. Une femme dans mon bureau se tord les mains. Ses yeux sont but, elle contient à grand-peine son émotion. Vous m'avez blessé, votre refus a été si abrupt, sans appel. Vous m'avez fait douter de moi, de mon livre. J'ai mis 1 an à remonter la pente. Je hoche la tête, je me concentre, je prends la mine des jours terribles. Mais madame, dis-je en un effort sur moi-même, je n'avais pas encore lu votre manuscrit, je n'avais pas pris conscience de la puissance de votre talent. La réponse fuse. Mon manuscrit, dit-elle, était de plusieurs mois dans votre bureau. Tout le monde veut écrire. Chacun a la velléité que l'éditeur soit lui-même une bibliothèque vivante, une sédimentation, qu'il se souvienne de tout, de chaque phrase, de chaque visage, de chaque émotion due à une lecture. Or,
sur 30 ans, c'est en fait assez difficile. Je me suis vraiment toujours demandé si les psychanalystes, par exemple, se souvenaient de leurs patients avec précision, d'un patient qu'ils avaient vu il y a 20 ans ou 30 ans. Je me dis comment est-ce qu'ils font pour se souvenir? Est-ce que simplement ils ont une mémoire de ce point de vue-là professionnelle, je dirais, voilà, anormale ou profonde, ou est-ce que simplement ils révisent leurs notes? Une autre scène, il y a bien longtemps, qui m'a marqué, c'est un dîner parisien, comme un éditeur en fait beaucoup, enjoué chez une journaliste qui aime à brasser les gens et les genres. On s'amuse, on boit, on parle de choses probablement insignifiantes. Soudain, un invité à la belle tête couronnée de cheveux gris sort une lettre et dit textuellement, je n'invente pas, « Je souhaite vous lire la lettre que j'ai reçue de Manuel. Cette lettre a brisé ma vie d'écrivain. » Et il lit la lettre pendant le dîner, on était une douzaine de personnes. Ça jette un certain froid. Il la lit posément, sans effet. Je reconnais le style sec et perfide de l'une de mes lectrices, de la maison dont j'étais directeur littéraire. Mais la lettre est signée de mon nom, comme c'était la coutume. Et je ne vais pas ajouter à la dureté du jugement, la lâcheté de l'aveu, que cette lettre n'est même pas de moi. Ce qui compte, c'est le texte de cet homme, gentil, mais sans talent d'écrivain, en effet. Ce qui compte aussi, avec ces deux anecdotes, je pourrais en raconter des centaines, dont les pires sont les visiteurs des salons ou des foires qui viennent vous parler et qui viennent vous dire « je vous ai envoyé mon manuscrit il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 1 mois, il y a 15 jours, etc. » Et généralement, je fais de mon mieux pour essayer de me souvenir, pour essayer de localiser, ou même physiquement, peut bien se trouver ce manuscrit, dans quelle pile. Parce que même si beaucoup de gens vous envoient encore des choses, évidemment, physiquement, je veux dire, physiquement, les manuscrits arrivent en papier. Donc, il y a en plus la localisation, si j'ose dire, c'est-à-dire l'idée même de s'enterrer, de s'enfouir dans des tas pour retrouver le précieux manuscrit. Et ils sont dans l'attente, bien sûr, d'une explication ou d'un refus, d'une acceptation. Je traite, je soustrais, j'ignore, j'oublie, j'écoute, j'exécute, puis j'oublie souvent, je tamise. Ma mémoire éditoriale fonctionne comme le tri sélectif dans un immeuble suisse-allemand, définition même de l'horreur domestique. Ma mémoire professionnelle, alors que ma mémoire privée est d'une précision stupéfiante, là j'avais inclus dans mon texte un petit passage sur ma mémoire précise de la sexualité, mais je ne vais rien dire, parce que ma femme est dans la salle. Cette défaillance a pour fonction de me protéger du trop-plein, de la connaissance inutile. Des milliers de manuscrits, des milliers de pages, des centaines de rendez-vous, des hordes de visages. Par quel détour du cerveau, quelle chimie heureuse, tout cela disparaît totalement, dans quelle broyeuse. Et c'est là que c'est étrange, car surnagent en fait des bribes, des obsessions, des détails qui ont très souvent une raison autobiographique. Je suis probablement mené par un lien autobiographique ou émotionnel qui fait que certains livres me touchent plus que d'autres. Je vois Jérôme Clément, et bien il y a un de ses livres qui m'a beaucoup touché, c'est clairement pour des raisons personnelles, comme on dit. Tous les livres ne peuvent pas vous toucher de la même manière. Comme si le texte lu fonctionnait en miroir de moi-même, ne révélant pour moi qu'une partie lisible, mais uniquement pour moi-même, qui n'a pas d'intérêt, ni même pour l'auteur, n'a d'intérêt, ni évidemment pour le public. Un manuscrit secret, un palimpseste honteux. L'éditeur est à la fois altruiste, il s'occupe des autres toute la journée, et égoïste. Il s'oublie pour mieux exister en secret. Cela m'évoque étrangement la foi dissimulée des maranes, ces juifs convertis sous l'Inquisition, convertis de force, qui ne cessent pas d'être juifs dans le cœur des ténèbres et dans les ténébreuses artères de leur cœur. Comment être plusieurs en un? Docteur ici rassemblé, neurologue, expert en troubles neurodégénératifs, dites-le-moi. Suis-je sans cœur ou juste sans mémoire? Je ne me souviens que des textes que j'ai aimés, et il y en a finalement, bien sûr, assez peu. Vous n'avez certainement pas tous beaucoup d'amis, vous n'avez pas forcément follement aimé plusieurs fois, peut-être seulement 1 fois, 2 fois. Je fonctionne de la même manière, à la fois excessive et lacunaire, erratique et dense, dans la duplicité. Ma mémoire choisit des fragments de vie, des mots, des signes souterrains qui m'ont amené, bien sûr, non pas chez le docteur Muriel, ce ne serait pas déontologique, mais chez certains de ses confrères et consoeurs. De ces trous qui hantent sans raison le présent de l'individu, dit d'ailleurs Marc Auger. Une philosophe à l'accent sud-américain que vous reconnaîtrez peut-être, qui avait fait scandale il y a quelques années, m'a dit, parce que je ne voulais pas la lire, «
tu as tort. Il y a une foule en bas de chez moi. Ils m'admirent et ils veulent tous coucher avec moi. J'ai beaucoup aimé cette dernière précision. Et c'est authentique. Le plus habituel, mon quotidien, comme on dit à la Poste, étant la récrimination un peu agressive de l'auteur qui dit « J'ai écrit un très grand livre, ma femme me l'a dit, il faut vraiment que vos services soient d'une nullité sans égale pour qu'on en vende 2000 exemplaires, donc 400 achetés par mes cousins. » Mais ce qui fonctionne le mieux, c'est ce que je n'oublie pas. Je voudrais oublier un texte, un échec, généralement d'ailleurs, mais c'est comme une agression, ça ne passe pas. C'est vraiment quelque chose qui ne passe pas. Un jour, j'ai publié un livre d'un auteur qui n'était ni véritablement un ami, ni véritablement d'ailleurs très sympathique, et qui avait, dont l'intrigue était le croisement de 3 personnages dans la Pologne d'avant-guerre, de la guerre, 3 personnages qui s'expriment tous les 3 en yiddish, et dont tous existants. L'un était devenu député d'extrême droite en Israël après la guerre, c'est le seul qui ait survécu. L'un a été déporté et mort en déportation. Et le 3e, qui était un grand poète, a été assassiné par les Russes après la guerre. Ce livre très ambitieux, de grande qualité, n'a pas très bien marché. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, enfin, je vais vous expliquer après. Ça m'a tout à fait dérouté, ça m'a vraiment déprimé. Je suis allé consulter immédiatement. Et l'analyste m'a demandé quel était le titre du roman. Et je me suis rendu compte que j'avais choisi, moi, le titre de roman, ce qui n'arrive pas toujours, bien sûr. Je l'avais choisi parmi 30 possibilités d'autres titres. Et ce titre exact, c'était un vers du yiddish que j'avais coupé. Le vers exact, c'est « Mère, virgule, nous venons d'un pays sans amour ». Évidemment, généralement, je pleure, là. Évidemment, d'ailleurs, je crois que je pleurais. Évidemment, c'était assez lourd de sens. Je n'avais pas besoin de consulter une 2e fois, j'ai fait une petite économie. J'étais probablement là atteint par quelque chose qui s'était vraiment fait jour sans que je le sache. J'étais en harmonie ou en disharmonie avec ce titre. Moi aussi, je venais d'un pays sans amour. Je donne mon esprit à la science car je ne peux expliquer par quel mécanisme d'attachement psychique tout acte exige l'oubli, mais en même temps, il exige de se reconnaître en l'autre, de ne pas oublier la pointe dangereuse de la lame qui vous transperce quand vous lisez. Et quand vous êtes au cœur touché, dans l'ignorance parfois des raisons profondes. Laissons pour ce matin ce mystère aux hommes de science qui sont ici et qui en savent évidemment beaucoup plus que moi.